Bonsoir à tous, voilà donc oui ou bonjour à tous, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Content de vous revoir donc après cette petite pause pédagogique et donc on va continuer en fait aujourd'hui à travailler sur la théorie de l'énonciation et plutôt sur ses prolongements en fait et en particulier sur l'un d'entre eux qui est la logique naturelle. Donc vous avez peut-être lu un certain nombre de choses dans l'intervalle de la petite semaine là, qu'on a eue, la petite semaine de repos qu'on a eue. Donc évidemment, si vous avez lu par exemple Culioli après Benveniste de Sarah de Vogüé, donc un des articles dont j'ai dû vous donner la référence, enfin, je vous la redonnerai éventuellement, donc, très facile à retrouver en ligne. Donc vous vous posez peut-être un peu des questions en fait sur la filiation entre Benveniste et Culioli. Et sur ce qu'on a vu la semaine dernière, donc qui était un peu le programme en fait élaboré par Benveniste dans l'appareil formel de l'énonciation, donc ce programme qui va être un peu le programme de ce que va devenir la théorie de l'énonciation. Bon, quand on aborde Culioli, évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont assez corsées, c'est pas parce qu'il est corse, mais il y a beaucoup de choses qui sont assez complexes. Et surtout, c'est quand même un peu touche par touche, en fait. Si vous regardez les recueils, les trois recueils sur les opérations, ces trois recueils qui s'appellent Pour une théorie de l'énonciation, en fait, bah, le titre le dit bien, en fait, c'est Pour une théorie de l'énonciation, mais on n'est pas encore à une théorie complètement unifiée ou complètement falsifiable. Il y a ce problème de côté un peu impressionniste, en fait, avec différentes touches sur différents domaines. Entre autres sur les notions. Hein, je vous ai parlé de l'article qui s'appelle Sur le concept de notion. Mais c'est un peu difficile de saisir l'ensemble. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui un des prolongements de tout ça et un logiciel, les travaux d'un logicien qui a beaucoup travaillé avec Culioli. Et l'avantage c'est qu'il présente une théorie qui est assez falsifiable en fait, donc assez scientifique entre guillemets, et surtout assez compact, en fait. Je veux dire qu'on peut saisir, en fait, on peut comprendre un peu l'ensemble et voir comment ça fonctionne. On peut aussi en voir certains défauts assez vite, certainement, et peut-être vous en verrez un certain nombre. Si la linguistique vous intéresse, si vous vous êtes posé des questions, par exemple, sur la prédication, sur les couples prédicatifs, là on va le voir tout à l'heure, sur l'opposition non-verbe, sur l'opposition qu'on retrouve depuis Aristote en fait sur les substances et les non-substances en fait. L'intérêt de cette théorie, c'est qu'elle se présente donc d'une façon assez opérationnelle et assez compacte. Et elle décrit des opérations qu'on peut tout de suite mettre en pratique. Et vous allez voir aussi qu'elle connecte en fait. Bon, je vous ai donné la référence de l'article Logique naturelle et représentation sociale en fait. Elle connecte donc les énoncés ce qui sous-tend les énoncés, donc les préconstruits culturels et les notions, aux questions de représentation sociale et d'effectuation dans le social. Hein. Vous voyez qu'évidemment la construction des notions va avoir un impact sur les représentations qu'on va avoir et sur le fonctionnement à l'intérieur des sociétés. Il suffit de regarder un débat politique ou n'importe quel type de débat à l'heure actuelle pour voir qu'on va faire usage en fait de notions qui sont ancrées dans des discours, qui sont élaborés au fur et à mesure des discours. Par exemple, la notion de liberté d'expression, dont on parle beaucoup à l'heure actuelle. Bon, je ne vais pas parler de la notion gauchisme ou d'islamo-gauchiste, parce que c'est pas encore une notion très consolidée, elle est quand même aussi très très argumentative. Hein. Vous voyez que toutes ces notions-là sont ancrées dans des discours et qu'on les utilise en fait ou qu'on se les renvoie de façon polémique parce qu'elles parlent à des gens, parce qu'elles ont parce qu'il y a une construction derrière qui implique un certain nombre de représentations. Vous voyez que dans la notion de liberté d'expression, bon, évidemment c'est très facile de l'utiliser pour avoir un espèce d'argument d'autorité, parce que la liberté d'expression,
c'est pratiquement pas quelque chose dont on puisse être contre. On ne peut pas être contre la liberté d'expression. Ou alors on se range du côté des terribles totalitaristes. Hein, donc vous voyez que bon, on manipule des notions comme ça qui sont préconstruites et qui vont donner lieu à de l'argumentation, à des représentations sociales, à des effets concrets dans le réel. Et quand on change les notions, évidemment, quand on modifie, enfin quand on essaye en tout cas de travailler sur les notions, je pense par exemple à la notion de genre, un certain nombre de notions comme le discours décolonial à l'heure actuelle ou le discours intersectionnel à l'heure actuelle, vous voyez bien que c'est des notions qu'on a construites en fait pour essayer de modifier en fait les discours et ce qu'il y a derrière et les effets qu'ils ont sur le réel. Et qu'on ne parle plus évidemment de la même façon actuellement qu'il y a 20 ans ou à plus forte raison qu'il y a 50 ans du phénomène décolonial, des races, de l'intersectionnalité, etc. Donc vous voyez que ces notions-là, toutes les notions qu'on manipule quotidiennement et qui se transforment au fil des discours, ont un impact direct sur le fonctionnement de la société, sur la politique, sur la construction de l'idéologie en général. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet en fait en regardant comment se passe la construction d'une notion, avec des notions qui ne seront pas polémiques. Hein. Je reviendrai bientôt sur des notions polémiques, j'espère, parce que l'analyse des discours politiques, c'est quand même quelque chose de tout à fait passionnant, et ça permet de comprendre un peu mieux, évidemment, ce qui se passe quotidiennement dans les actualités. Hein. Je veux dire, mais donc là, on étudiera la construction de notions assez non polémiques, en fait, encore que ce sera la notion de génome au moment de sa constitution à travers des discours de vulgarisation scientifique, et on va la regarder à travers le prisme d'analyse de la logique naturelle, donc qui s'ancre évidemment dans une théorie de l'énonciation et dans une conception de la langue, comme je vous le disais, c'est probablement ça le plus important en fait, dans une conception de la langue assez large, qui implique en fait la langue qui n'est pas détachée des sujets parlants, du contexte de l'énonciation et de son fonctionnement à l'intérieur de la société, et aussi de son fonctionnement par rapport à la cognition. Je pense que les travaux de Cuglioli, les travaux de Grise, les travaux de Piaget évidemment, sont directement liés aux questions de cognition en fait, et bien évidemment le langage est l'outil de la cognition par excellence. C'est à travers le langage qu'on construit des connaissances. Donc je crois que c'est la problématique qui m'a le plus intéressé dans ce travail-là, en fait, c'est la construction de connaissances nouvelles à travers différents processus, le passage de la notion au concept, en fait, la conceptualisation, donc un travail très ancré aussi dans des recherches sur la cognition, même si elles sont peut-être un peu différentes d'autres recherches typiques sur la cognition. Voilà, donc énonciation, notion et opération, vous commencez à être familier avec ce titre, qui a l'intérêt d'avoir au moins une rime en ion assez riche, même en sion d'ailleurs assez riche. Voilà, mais bon, on n'est pas là pour faire des rimes malheureusement. Donc Paris 2020, présentation pour le cours de diversité des théories linguistiques, donc diversité théorique en sciences du langage, ce qu'on est en train de faire. Donc je vais m'appuyer principalement sur deux ouvrages en fait. Bon, alors évidemment, l'ouvrage principal et absolument fondamental, c'est celui de Grise, de Jean Blaise Grise, donc Logique naturelle et communication. Jean Blaise nous a malheureusement quittés il n'y a pas très longtemps. Bon, il est venu à Paris 8, où je l'avais invité, enfin, il est venu plutôt à Paris 8 pour ma soutenance de thèse, puis je l'ai ensuite invité à l'université de Rennes pour faire une conférence sur la logique naturelle. Voilà, et donc c'est vraiment l'essentiel de la théorie et dans logique naturelle et communication. Par la suite, donc, j'ai travaillé sur le modèle de Grise, de Jean Blaise Grise, donc, qui a écrit la préface d'ailleurs d'Analogie et logique naturelle, donc une étude des traces linguistiques du raisonnement analogique à travers différents discours.
Donc ça porte sur le raisonnement analogique. Bon, si vous avez lu Logique naturelle et représentation sociale, vous avez vu aussi probablement que l'analogie a une grosse importance pour Grise. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est que l'analogie? C'est simplement le fait de pointer en fait une identité de relation entre deux termes appartenant à deux notions différentes. Je m'explique. Par exemple, Aristote utilise une métaphore, dire les choses évidentes sont pour l'esprit aussi éblouissantes que la lumière du jour l'est pour une chauve-souris. Donc il fait une analogie entre l'esprit et une chauve-souris, les choses les plus évidentes et la lumière du jour. Donc il y a deux termes de chaque côté, et ce qu'on pointe, c'est pas l'identité évidemment de l'esprit et d'une chauve-souris, mais l'identité de relation entre les termes euh, qui, euh, qui sont liés entre eux. Vous voyez, on pointe l'identité de relation, donc c'est la même relation entre l'esprit et les choses les plus naturellement évidentes, et la chauve-souris et la lumière du jour. Donc c'est un processus de raisonnement qui est connu depuis la plus haute antiquité. Hein. C'est complètement différent, évidemment, des processus de raisonnement comme la déduction ou l'induction. Ce processus de raisonnement-là a fait couler énormément d'encre, en fait, et s'il est très fécond sur le plan de la découverte et sur le plan de la réflexion en général, il a aussi été très décrié parce que, évidemment, on compare des choses qui ne sont pas comparables. Et on pointe une identité de relation et pas une identité d'objet. Par exemple, Grise cite une analogie qui est employée par la presse, par une presse assez à droite en Suisse. Là, cette analogie est employée de façon complètement argumentative. Il fausse complètement le discours, en fait. C'est une analogie entre l'immigration et les drogues. Elle est assez étonnante, d'ailleurs. Et donc, l'auteur dit, avec l'immigration, c'est comme avec la drogue, tout fonctionne pas mal et nous connaissons une certaine euphorie, ce qui nous conduit à augmenter perpétuellement les doses, donc à faire rentrer de plus en plus d'immigrés implicitement, et finalement, bon, ça se termine très très mal, comme vous le savez, avec la drogue. Donc vous voyez que l'analogie là est employée d'une manière complètement argumentative et qu'on passe sans aucun contrôle en fait du thème. Donc l'immigration au fort, donc ce avec quoi le thème est comparé, pour développer une argumentation qui va être éventuellement convaincante, mais qui repose évidemment sur des postulats complètement faux et pas du tout vérifiables. Donc dans le domaine scientifique, ce qui fait que évidemment ce type de raisonnement analogique a été très décrié dans le raisonnement scientifique. Et pourtant, si on y regarde d'un peu plus près, on voit qu'une quantité d'analogies ont guidé des découvertes majeures. Pour prendre l'exemple, par exemple, de Euler, qui découvre en fait l'analogie en fait entre le son et la lumière à travers ce qu'on appelle maintenant les anneaux de Fresnel, ou je pense que ça dû s'appeler à un moment les anneaux d'Euler, en fait. Qui sont des anneaux lumineux. Quand on rapproche deux plaques de verre, en fait, on observe en fait une espèce de série de cercles concentriques avec des couleurs irisées, et ces couleurs, enfin, ça correspond en fait à des fréquences, des longueurs d'onde de la lumière. C'est la même périodicité en fait entre les différents anneaux et les longueurs des tuyaux d'un orgue. Hein. Donc, je veux dire, c'est un rapport entre les vibrations sonores et les vibrations de la lumière. C'est ce qui va conduire évidemment à la découverte du fait que la lumière est un phénomène ondulatoire. Donc, cette analogie-là, elle est réellement heuristique en fait. Elle permet de découvrir un certain nombre de choses. Les analogies permettent aussi la vulgarisation scientifique, c'est ce qu'on va voir à travers les différents travaux qu'on a fait. Et enfin, je veux dire, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont du discours, en fait. Elles montrent, on voit très bien à travers l'analogie, comment on va construire une notion. Là, donc, je m'appuie sur une série de textes, en fait, qui ont été publiés dans La Recherche, donc une revue scientifique de vulgarisation scientifique de haut niveau, pour expliquer ce que c'est que le génome. Hein.
Et donc on part du génome de la mouche jusqu'au génome de l'être humain, évidemment, avec ses 3 milliards 300 millions de bases. Et donc on va toute une bonne partie en fait de l'explication de ce qu'est le génome va être construite sur une analogie avec le texte. On va voir quelques exemples tout à l'heure. Donc on va montrer que le génome est fortement analogue à un texte. C'est-à-dire que, et bon d'ailleurs c'est pour bien des raisons, mais en fait c'est le génome. Donc on va trouver des phrases comme le génome est un texte, les bases nucléotidiques sont des lettres. Donc, si vous savez pas ce que c'est que, si vous n'avez pas grand chose en génétique, vous savez que le génome en fait se forme se retrouve sous la forme d'une double hélice d'ADN, et cette double hélice en fait c'est une succession de bases nucléotidiques, qui sont des composants chimiques, adénine, cytosine, thymine et guanine, ATCG donc. Et donc quand on décode plutôt le génome, on va écrire des suites de lettres ATCG, dans différents ordres. Et ces suites de 4 composants en fait vont déterminer tous les caractères d'un être, que ce soit une mouche ou un être humain. Et donc effectivement on se retrouve avec des très longues suites de lettres qui font penser à un texte. Après, à l'intérieur de ce texte-là, on va repérer, en fait, les scientifiques, c'est de l'analogie là qui fonctionne, vont repérer en fait des portions qui sont codantes. Donc, par exemple, le gène qui va vous faire avoir les yeux bleus ou les cheveux frisés ou la peau qui plisse, je veux dire, va être codé par des choses de ce genre-là. Et donc effectivement, on va après pouvoir, une fois qu'on sait comment ça fonctionne, pouvoir modifier les gènes. Au moment où j'ai écrit ce bouquin, j'ai rencontré un collègue qui fabriquait par exemple des souris un peu étranges en modifiant leurs gènes. Elles n'avaient plus la peau qui plisse, donc elles étaient toutes fripées, elles n'avaient plus la peau aussi extensible. Donc on peut faire plein de choses évidemment avec qui sont directement liées finalement. La découverte de ces caractéristiques-là a été probablement en partie liée à cette analogie. Et on y reviendra sur la fin. Alors bien évidemment, c'est qu'une manière d'expliquer les choses. Ça ne veut pas dire que le génome soit réellement un texte, mais il y a une forte parenté en fait et des relations relativement similaires qui font qu'on va pouvoir utiliser cette métaphore pour expliquer un certain nombre de choses. Donc voilà, tout ça a l'air de nous éloigner un peu de la linguistique, mais c'est de la linguistique, en fait, c'est de la linguistique qui parle de différents discours bien ancrés dans la réalité, qui parle de la façon dont on construit des notions, hein, et donc qui est vraiment au cœur, en fait, des questions de cognition, de possibilité de savoir quelque chose sur quelque chose d'autre. Je veux dire, donc pour moi, c'est de la linguistique, oui, certainement. Et on va regarder d'un peu plus près dans différentes choses. Donc voilà. Donc là, c'est ce que je vous expliquais, donc méthodologie, arrière-plan théorique. Donc je m'appuie principalement pour cette présentation sur les travaux de Gries, présentés dans Logique naturelle et communication, 96. Donc je vous ai déjà dit que c'était la forme la plus achevée des travaux de Jean-Blaise Gries, qui a publié en 90 un petit volume beaucoup plus court qui s'appelle Logique et langage. Logique naturelle et communication, une forme nettement plus développée en fait de logique et langage, mais on y retrouve vraiment exactement les mêmes choses. Il n'y a rien de nouveau, au contraire, il n'y a rien dans logique et langage qu'on ne retrouve dans logique et communication avec des prolongements et une formulation plus heureuse. Donc ces travaux se situent dans la ligne des travaux d'Antoine Culioli, donc ça effectivement. Là encore, allons-y avec prudence, parce que vous avez vu que la pensée d'Antoine Culioli est quand même relativement peu vulgarisée, qu'elle est parfois difficile à saisir, hein, et que même dans la filiation benveniste-Culioli, on rencontre un certain nombre de problèmes. Mais enfin, il y a un même type de philosophie sur ce que c'est que le langage, entre benveniste, Culioli et Gries, et d'autres penseurs actuels, comme je vous le disais. Et par exemple, ceux des mythes benvenistes sont poursuivis par l'école de recherche sémiologique de Neuchâtel, donc en Suisse,
hein. Et donc beaucoup de logiciens s'intéressent évidemment de près à ces travaux de logique naturelle. Par exemple, sur le traitement automatique du langage, en fait, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ces travaux parce que justement ils modélisent en partie en fait une partie des relations en fait entre en gros la pensée et le langage, si on peut dire ça. Mais vous savez bien que ça, on est encore dans un domaine là où il y a eu beaucoup de théories sur les rapports entre pensée et langage, et que c'est bien difficile évidemment à naturaliser et à expliquer les rapports entre la pensée et le langage. Là, on ne fait que les esquisser, mais on donne quelques idées qui sont quand même assez suggestives sur comment on construit les notions, comment elles se relient, et probablement il y a des choses qui seraient exploitables, qui sont exploitables sur le plan des neurosciences et sur le plan de la traduction automatique du traitement automatique des langues. Donc j'ai utilisé ces travaux pour mes recherches sur le raisonnement analogique, publiées dans Analogie et logique naturelle, donc on vient de voir la couverture, et ça date déjà un peu, j'ai fait quelques petites autres choses après, heureusement pour moi. Voilà, donc construction notionnelle et opération discursive. Donc il faut probablement revenir au postulat de la logique naturelle pour pouvoir comprendre les propos qui suivent. Donc les postulats de la logique naturelle, donc c'est ça, là, ce qu'on va développer un peu, en fait, c'est ce schéma d'ensemble de la logique naturelle. Donc c'est un schéma d'ensemble, vous allez voir que je ne me suis pas intéressé à tous les aspects, en fait, de ce schéma, mais principalement à la partie notion. En fait, on va regarder ça de près, en fait. Donc vous avez ce que Grise appelle des préconstruits culturels, donc qui sont des ensembles en fait de constructions culturelles, c'est-à-dire que bon, on l'a vu un petit peu à travers à travers la notion de maison en fait. Quand on remonte depuis le langage vers les notions, donc qui sont pas encore au plan du langage, hein, qui sont qui sont des espèces d'ensembles de propriétés, ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, des ensembles de propriétés d'objets prises à l'intérieur de culture, on le dit. On l'a dit, hein, c'est la définition de Culioli hein, sur les notions. Donc ces notions ne sont pas encore au plan du langage et on les ancre dans les discours par une opération alpha ou par une extraction sémantique, donc état. Hein. On les ancre dans le discours et on ouvre par là même une classe objet, une classe d'objets en fait. Donc dans les notions sont des ensembles de propriétés d'objets et ces ensembles de propriétés d'objets, elles s'articulent avec d'autres notions qui forment un genre de magma de la pensée, en fait, qui sont les préconstruits culturels. Donc, en extraction cognitive, on extrait des préconstruits culturels une notion, par exemple, vous avez une notion très vaste sur l'habitat, les villes, etc. Et on va en extraire maisons, villes, immeubles, etc., qu'on va ancrer dans le discours. Et donc, on va ouvrir une classe objet à l'intérieur desquelles on va avoir différentes opérations qu'on va regarder un peu plus en détail plus loin. Hein. Donc vous allez voir que par exemple, vous avez les opérations gamma, les opérations rho et les opérations θ. En fait, donc c'est des types d'opérations en partie sémantisées qui vont permettre de diversifier en fait les occurrences linguistiques. Hein. Donc quand on a la notion de maison, on va passer par exemple à la porte. Donc dans la notion de maison, on a cette classe objet. Cette classe objet qui est porte, fenêtre, mur, cloison, etc. Toute une série de parties de la maison, en gros. Et donc ça, ce sera une opération gamma qui va nous permettre de passer de maison à porte ou de maison à fenêtre, etc. Et on va voir que ces opérations, en fait, elles sont évidemment directement liées entre elles à travers l'analogie. Hein, donc moi, j'ai travaillé beaucoup sur cette partie-là, en fait, sur la partie, excusez-moi, notion
et rapport de classe-objet, un petit peu avant les énoncés. Parce que ce qui m'intéressait, en fait, c'était la construction notionnelle, en fait. Comment on fabrique une notion et comment on diversifie, en fait, comment on enrichit à travers le discours sa classe d'objet et comment on la manipule et on la construit et comment éventuellement on va vers un concept. Donc le concept, c'est quelque chose d'un peu plus scientifiquement stabilisé que la notion. C'est-à-dire que vous voyez bien il y a une grosse partie de notre activité discursive qui va être de consolider des notions. Par exemple, si je vous parle de science, ou si je vous parle de linguistique, ou si je vous parle de phonologie, je veux dire, tout ça, ce sont des concepts. Si on parle de phonologie, par exemple, c'est un concept. On a donc séparé une branche de la linguistique, on a articulé, je sais pas, on a décidé à un moment qu'à l'intérieur de la linguistique, il allait y avoir ce qui traiterait des sons, donc la phonétique, puis des sons dans leur caractère distinctif, donc la phonologie, puis de la morphologie, donc de la composition des mots, puis de la syntaxe, donc de la composition des phrases, puis de la pragmatique, donc des rapports entre la langue et le réel, en gros. Donc on va, et de la sémantique, donc du sens, on a un peu de choses près. Donc on essaye, par notre action discursive, en fait, de consolider des notions pour pouvoir les partager, pour pouvoir se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Donc vous voyez que, bon, je sais pas, par exemple, on a la notion de qualité maintenant en français langue étrangère, qui vient de la qualité dans le domaine de l'industrie. Et bien, cette notion-là, en fait, elle va impliquer, elle va solidifier en concept, et on va avoir des idées autour du contrôle de qualité. Mais vous voyez que tout ça reste toujours ancré dans du préconstruit culturel, et que la conceptualisation, même si ça solidifie un peu quelque chose, c'est aussi très, très remettable en question. Je veux dire, si vous lisez des choses sur l'histoire des révolutions scientifiques, par exemple, Thomas Kuhn, fait, tous les épistémologues qui ont travaillé sur la manière dont se fait la science, que ce soit Bruno Latour, Thomas Kuhn, Isabelle Stengers, enfin, vous en avez toute une série. C'est tout à fait passionnant de voir comment ça marche, en fait, comment on découvre quelque chose, et puis comment on le construit. Et ça demande évidemment de l'élaboration notionnelle pour aller vers des constructions de concepts. Après, éventuellement, on découvre quelque chose sur le plan théorique. Je veux dire, il y a des histoires absolument fabuleuses dans ce que raconte Bruno Latour, par exemple, sur la découverte du moteur diesel. Je veux dire, Von Diesel donc, conçoit le moteur diesel, qui, comme vous le savez, est un moteur qui fonctionne sans allumage extérieur, mais uniquement grâce à la compression, en fait, grâce à la compression du mélange air-gazoil que se produit l'explosion, etc. Et donc, voilà, il conçoit le principe sur le plan intellectuel, mais au moment où il le conçoit, en fait, le moteur diesel n'est pas fabricable, parce que il faudrait une compression trop élevée. Je crois qu'il faut une 20 pour 1 à peu près, je veux dire, pour que l'explosion se produise. Et à ce moment-là, les métaux qu'on fabrique ne sont tout simplement pas assez résistants pour obtenir des taux de compression suffisants pour que le moteur diesel fonctionne. Donc le pauvre Von Diesel a inventé un truc qui fera la fortune des générations suivantes, mais lui, je crois qu'il meurt dans la misère, ou peut-être même qu'il se suicide parce que son invention ne peut pas être mise en application. Donc tout ça pour dire que les concepts, en fait, c'est la science se construit en fait à partir de discours et à partir d'accords sur des conceptualisations. Il ne faut pas confondre la science avec la vérité. La science, c'est qu'un moment de la vérité, et bien évidemment, ça se remet en question perpétuellement. C'est ça qui fait l'intérêt d'ailleurs de la démarche scientifique,
c'est que c'est jamais achevé en fait. Vous voyez que par exemple quand Einstein conçoit la théorie de la relativité restreinte, il va lui-même la dépasser avec la théorie de la relativité étendue, puis après cette théorie sera dépassée par la théorie des supercordes, par d'autres types de théories qui vont rendre mieux compte des faits. Hein, je veux dire, c'est ça la démarche scientifique. Hein. On a des faits, peut-être je vous passerai le petit dessin d'Einstein tout à l'heure. Donc on a des faits, on essaie de les interpréter, donc à partir de là, on regroupe des ensembles de faits, on va faire ce que Einstein appelle un saut, en fait. Donc, fait, c'est events chez Einstein. Et donc, il appelle ce modèle, le modèle EJAS, E-J-A-S-E. Donc, on a des events, on fait un saut, on conçoit un ensemble d'axiomes. Par exemple, j'ai toujours un très mauvais exemple sur cette question-là. Par exemple, on observe des oiseaux dans les champs. Et on voit qu'il y a un certain type d'oiseau qui mange tous les raisins et qui est toujours noir et que c'est ce qu'on va appeler des corbeaux. Et donc on va dire, voilà, tous les corbeaux, on observe un corbeau, un corbeau, un corbeau, un corbeau, ils sont tous noirs. Donc boum, tout d'un coup on a un système d'axiomes qui va nous dire, voilà, tous les corbeaux sont noirs. Et puis on va rencontrer un jour un corbeau albinos qui sera blanc et on va rajouter une exception. Et donc, à partir du moment où il y a des exceptions, la théorie ne fonctionne plus tout à fait correctement. Donc, il va falloir englober d'autres choses dans le système d'axiomes pour que la théorie puisse continuer à fonctionner. Et donc, on sauve la théorie, en fait, à ce moment-là, en ajoutant des exceptions, ce qu'on appelle donc pas de la pétition de principe, la théorie devient de plus en plus complexe, en fait, parce qu'on ajoute donc toutes ces fameuses exceptions, ces pétitions de principe, ces incorporations d'hypothèses un peu complexes. Et donc, à un moment ou l'autre, ça va faire exploser la théorie, on va aller vers un autre modèle. En fait, le fait d'ajouter des exceptions fait qu'on va aller vers un autre modèle qui sera plus englobant, qui va permettre d'expliquer plus de faits. Bon, la démarche scientifique fonctionne comme ça. Je veux dire, c'est pour ça qu'elle admet la contestation, en fait. Et c'est pour ça que les théories changent au fur et à mesure. Parce que, évidemment, on va chercher la théorie qui sera explicative du plus grand nombre de faits possible, qui est la plus grande généralité possible. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que les théories sont des constructions humaines et que, évidemment, à un moment ou l'autre, on les remet en question. Donc classe d'objets, détermination, donc après avec l'opération delta, énoncé, configuration. Donc on va construire des énoncés à partir des notions selon ce modèle-là. Donc extraction, ancrage dans le discours, extraction sémantique de couple prédicatif, détermination, énoncé et configuration. Mais comme je vous le disais, moi je me suis intéressé beaucoup à cette partie-là. Donc je me suis focalisé principalement sur les opérations sur les classes d'objets, d'un seul côté les opérations sur les couples prédicatifs. Une discussion sur la validité de ces catégories héritées de la logique classique, objet et prédicat ou substance et action, serait passionnante, mais on tiendrait évidemment très loin. Parce qu'évidemment, la logique, en fait, donc c'est ce qu'explique Grise, hein, va avoir ne peut pas tellement fonctionner sans qu'il y ait une prédication, en fait, sans qu'on dise quelque chose à l'aide de couples prédicatifs. Et on retrouve un peu là la distinction substance et action d'Aristote, qui se traduit aussi dans la distinction nom et verbe. Hein. Donc l'intérêt des substances, et Aristote, la caractéristique des substances, c'est qu'elles n'ont pas de contraire. Hein. Par exemple, il y a des anniversaires, mais il n'y a pas de non-anniversaire, alors qu'on peut fêter ou ne pas fêter un anniversaire. Donc vous voyez la différence entre le prédicat, en général exprimé par des verbes, et le prédicat et l'action, en général exprimée par des verbes, et la substance, en général exprimée par des noms. C'est très très intéressant à observer et de voir comment justement cette distinction
en fait, entre nominal et prédicat va se caractériser, en fait, s'exprimer dans différentes langues. Hein, tout comme les systèmes temporels, vous avez des choses un peu différentes dans la prédication. Mais bon, ça nous entraînerait très très loin et il faudrait prendre des exemples dans plein de langues, évidemment, pour regarder tout ça. Donc un exemple, c'est celui que je vous donnais peut-être tout à l'heure. Donc un exemple nous permettra d'y voir un peu plus clair. Donc les vignes étaient superbes, donc on ancre dans le discours un objet qui va être vigne ici, hein, et on va passer par une opération gamma à feuille, pas une feuille malade, pas une grappe pourrie, là aussi c'est un gamma. Les vendanges, RAW, qui est une autre opération en fait, qui va permettre de reprendre quelque chose par rapport au schème d'action qu'on peut avoir par rapport aux vignes, en fait. La récolte, donc θ, une opération de désignation, en fait, la récolte qui redésigne les vendanges, s'annonçait heureux. Donc vous voyez que dans ce très court texte, hein, qui paraît un peu abstrait une fois sorti de son contexte, on ancre une notion et on enrichit la classe objet autour de la notion, en fait, avec différents types d'opérations. La vigne, une partie de la vigne, les feuilles, une autre partie de la vigne, les grappes, opération gamma des deux côtés, les vendanges, donc le rapport que l'homme entretient avec la vigne, hein, donc un schème d'action autour de la vigne, quelque chose qui fait partie du faisceau, enfin du faisceau de l'objet, hein, donc la récolte, θ, donc là une opération de désignation, de redésignation, donc la récolte qui est un hyperonyme des vendanges. Donc vous voyez comment le texte fonctionne, je veux dire, on a un fléchage, ces opérations-là servent en même temps de fléchage discursif, de repérage, et il faut forcément qu'on soit inscrit dans une culture. Je veux dire, la vigne, il n'y a peut-être pas d'objet plus culturel d'ailleurs pour des Français ou pour des Européens en général. Et on sait qu'il y a la vigne, il y a les vendanges, il y a des fêtes autour des vendanges, il y a des etc. etc. Voilà, donc vous avez une petite illustration en fait sur les domaines, les faisceaux, une petite illustration sur les différentes options, les différentes opérations. Donc, et c'est ces opérations-là qui m'ont servi en fait à analyser la progression d'une notion, l'enrichissement d'une classe objet dans le discours sur la génétique en fait. Et donc on va le voir un peu tout à l'heure en fait. Donc discours, notion et opération. Hein. Donc là, vous avez par exemple gamma 1, qui introduit une partie de l'objet, donc la maison, la porte. Gamma 2, un processus interne à l'objet qui repose sur les schèmes d'action du faisceau de l'objet. Donc les faisceaux, c'est ce qui est naturellement rattaché à l'objet. Les domaines, c'est quelque chose d'un peu différent, c'est quelque chose qui est en relation avec un autre agent qui va s'occuper de l'objet ancré dans le discours. Hein. Donc par exemple, ici, par exemple dans les opérations RAW, une composante du domaine, une auto, son prix, RAW 2, un processus qui réclame un agent extérieur, une auto, son entretien, dans une métaphore, voilà, introduire un élément du fort, l'opération RAW 3. Donc ces différentes opérations sont suffisamment différenciées et suffisamment falsifiables pour commencer à construire une petite théorie de la manière dont vont se diversifier, se développer les notions et dans la manière dont on va les inscrire dans un discours. Si on continue, on devrait avoir les opérations θ, donc les opérations de désignation, hein, par exemple θ0, pardon, introduit un synonyme, par exemple, c'est là une question importante, une interrogation qui revient souvent, vous voyez que question et interrogation sont synonymes, on les introduit dans le discours en fait simplement pour varier en fait la terminologie qu'on va employer et pas simplement se répéter. Hein. θ2 représente l'objet sous un autre angle et de l'ordre de la métonymie. Par exemple, le ministère des Affaires étrangères a vivement protesté. Le Quai d'Orsay a envoyé une note sévère. Donc là aussi, on sait que le Quai d'Orsay, c'est ce qui désigne le ministère des Affaires étrangères
en France, comme la Maison Blanche, par exemple, va désigner le siège de la présidence des États-Unis. Vous voyez que bon, là, on est dans des opérations de désignation, et donc métonymie ou métaphore vont rentrer dans ce type de désignation. θ3 implique un jugement de valeur. Par exemple, mon père, ce héros au sourire si doux. Donc vous redésignez un objet avec un jugement de valeur. Si vous dites par exemple Bruno Latour, ce grand scientifique, ou Paul Feyerabend, ce grand épistémologue. Donc vous avez un jugement de valeur sur l'objet qui est introduit dans le discours. Donc vous voyez qu'il va y avoir pas mal de possibilités en fait de diversifier en fait la classe objet de la notion, donc les différents objets qui vont se rattacher à la notion et qui vont construire progressivement le discours et enrichir la représentation de la notion qu'on va proposer à son interlocuteur. Vide l'objet θ4, vide l'objet de son contenu. Par exemple, mon Mac n'en fait qu'à sa tête, ce machin est insupportable. Donc un hyperonyme aussi, mais qui vide l'objet du contenu. θ5, ça c'est une opération que j'ai introduite en fait pour illustrer en fait la manière dont on construit les métaphores. Vous allez voir que a un intérêt particulier, on la voit arriver de temps en temps, on va la voir dans plusieurs exemples. Co-hyperonyme commun au fort et au thème, par exemple θ5, le langage, le code génétique, qui sont tous deux des systèmes de communication. Donc on va avoir un co-hyperonyme assez large qui va permettre d'englober en fait deux notions sous le même signe d'une certaine façon. Et donc de verrouiller en fait la métaphore qui a permis de construire un discours. Voilà, donc on va passer à un autre type d'outil en fait, que j'ai utilisé pour montrer la progression discursive. Donc vous voyez que là, par exemple, quand on progresse dans un discours, on va introduire différents éléments de différentes classes objets et on va tisser des relations entre ces différents éléments. On a vu tout à l'heure les vignes, avec les vignes étaient superbes, pas une feuille fanée, pas une grappe pourrie, etc. La récolte, les vendanges seraient merveilleuses. Bon. Donc vous voyez qu'en fait on poursuit une notion à travers un filage en fait d'éléments en fait qui sont introduits progressivement dans le discours. Et chacun de ces éléments va donner lieu, évidemment, à la possibilité de développer tel ou tel thème. Donc on a des schémas, enfin on peut faire des schémas en fait où on va montrer que par exemple on a l'ancrage des vendanges et puis après on va avoir le passage des vendanges aux feuilles, aux grappes, le passage de la vigne aux feuilles, aux grappes, puis aux vendanges, puis à la récolte. On va avoir une progression en fait discursive qu'on peut marquer par une série de flèches en fait qui relient les différents éléments. Ça va permettre de montrer un peu comment différents éléments sont mis en relation dans les discours. Et là, dans ce qui nous intéresse, donc on va avoir un discours dans ce qui nous intéresse pour le moment, dans ce qui m'a intéressé dans ce bouquin en fait, c'est la progression de deux objets en parallèle. Donc admettons l'objet D1 et l'objet D2. Donc on va voir qu'on va transférer en fait des propriétés. En fait, on va dérouler un discours sur un objet et on va transférer un certain nombre de ses propriétés ou de ses schèmes d'action ou autres sur un autre objet. Là, c'est le cas, par exemple, si je vous dis le génome fonctionne comme un texte. Donc on parle d'un objet D1, le génome, qu'on vient d'ancrer dans le discours, qui fonctionne comme un texte. On a ancré un autre objet dans le discours, D2, et à partir de là, on va dérouler le discours du fort, en fait. On va ouvrir la classe objet du fort et aller petit à petit vers la conclusion à laquelle on veut arriver.
C'est-à-dire qu'on a ancré par exemple le texte, on va ancrer les lettres, on va ancrer la signification par exemple, donc tout ça qui fait partie de la classe objet texte, et on va le rapporter à des propriétés, donc les lettres par exemple, on va les comparer aux bases nucléotidiques, la signification, on va la comparer à l'ADN, enfin, les parties signifiantes de l'ADN, aux gènes, etc. Et après, on va revenir sur notre thème principal. Hein. Donc vous voyez, donc là, voilà, il y a un exemple ici, en fait. Un exemple permettra de mieux saisir comment l'utilisation d'une analogie permet la construction d'une notion nouvelle et comment ce type de schéma permet d'en rendre compte, donc ce qu'on vient d'essayer de faire. Hein. Comme le morse, dont la succession de points et de traits permet une infinité de messages, l'ADN est le support d'un code dont l'alphabet est constitué de 4 lettres, ATCG. Vous voyez, donc ça c'est les bases nucléotidiques. Hein. Et donc là, il a introduit un autre fort qui est le morse. Le morse, succession de points et de traits qui permet une infinité de messages. Donc on ancre un premier objet, le morse. L'ADN est le support d'un code dont l'alphabet est constitué de 4 lettres. Donc vous voyez qu'on ancre après l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, support d'un code dont l'alphabet est constitué de 4 lettres, ATCG. Ce sont les initiales de composants chimiques appelés bases. Tout au long des filaments de l'ADN, il y en a 3 milliards qui se succèdent, là il parle du génome de l'être humain, telles les lettres d'une phrase, suivant un ordre très précis et tout à fait déterminant, car il est à lui seul un message. En effet, de l'ordonnancement de ATCG dépend le choix de 20 substances chimiques, les acides aminés servant à fabriquer les protéines dont les différentes cellules de l'organisme humain ont besoin pour faire fonctionner le foie, les poumons, le pancréas. Ce système de communication entre base et acide constitue le code génétique. Donc vous voyez qu'on est passé dans un processus que vous n'avez peut-être pas complètement analysé quand vous l'avez suivi la première fois, mais si vous l'analysez d'un peu plus près, on passe du morse au texte et du texte en fait aux lettres et du côté de l'ADN aux 4 lettres ATCG hein, qui se succèdent comme les lettres d'une phrase en suivant un ordre très précis et tout à fait déterminant. Et tout ça fait que en fait tout comme un texte, ou tout comme une série de phrases, ou comme un message véhiculé par le code du morse, l'ADN véhicule un message qui est le code génétique. Donc vous voyez qu'on a utilisé à la fin une θ5, hein, on englobe en fait communication entre base et acide qui constitue le code génétique, et texte ou morse qui constitue la possibilité, enfin le langage, la possibilité de transmettre des messages. Voilà, donc vous avez vu un peu comment on essaye de faire fonctionner tout ça, en fait. Donc il y a cette théorie des opérations, hein, les opérations c'est tout simplement ça, en fait. Donc ce passage d'un terme à un autre à l'intérieur d'une classe d'objets autour d'une notion, et la mise en relation de différentes classes d'objets. Jean Blaise-Gris montre très bien ça en fait dans différents domaines. Par exemple, dans les travaux qu'il a fait sur les salariés, enfin le discours des salariés face aux nouvelles technologies, donc c'était déjà il y a quelques années. On peut très bien l'utiliser aussi pour analyser du discours politique. Je vais m'y employer d'ailleurs bientôt sur quelques objets récents, parce que c'est quand même assez intéressant. Il se passe en ce moment beaucoup de choses assez intéressantes sur le plan discursif. Je veux dire, dans le glissement, par exemple, de certains thèmes ou de certains objets discursifs d'un discours d'extrême droite à un discours de droite modérée ou de presque pas droite, j'allais dire. Donc c'est intéressant de voir comment tout ça fonctionne, hein, évidemment, de voir comment on met en relation différentes notions, comment on construit des notions dans les discours et comment elles se transmettent, comment elles influencent les opinions et la construction des connaissances. Là, vous voyez que vous pouvez lire le bouquin, enfin les 2 bouquins que je viens de mentionner, hein, le livre de Gris. Il y a plusieurs exemples aussi très très clairs en fait où sont développés en fait
des analyses du même type. Dans Analogie et logique naturelle, j'analyse toute une série de citations en fait, qui montrent comment s'est construit l'image du génome ou la notion de génome ou le concept de génome, enfin, comment on a conceptualisé le génome à partir de cette métaphore et cette analogie avec le texte. Hein. Donc vous allez voir tout ça. Donc là, j'ai sauté un peu, enfin j'ai passé un peu la description parce qu'en fait après vous avez quelques-unes des opérations qui sont utilisées. Hein. Donc une double opération d'ancrage et ensuite des opérations similaires sur les classes objets. En fait. C'est-à-dire que la métaphore ici va servir de pont, une espèce de pont de corde, en fait, de pont de fil invisible pour construire une notion. Donc par exemple, là on va ancrer morse et alphabet, gamma 2, ensuite morse, point et trait, gamma 2, alphabet, et lettres. Donc, bon, évidemment, il y a une analogie entre le morse et l'alphabet. Après, donc vous avez le développement de l'analogie autour du génome. Voilà. Donc la définition que donne Antoine Culier des notions est, donc les notions sont des systèmes de représentation complexes des propriétés physico-culturelles, c'est-à-dire des propriétés d'objets issus de manipulations prises à l'intérieur de cultures. C'est-à-dire qu'on voit qu'on construit des notions avec donc ces notions qui sont des systèmes de représentation complexes de propriétés physico-culturelles. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a construit la notion, par exemple la notion de texte, hein, dont on parlait à l'instant, donc on voit qu'un texte, c'est des lettres, des espaces, des mots, du sens, des paragraphes. Et il y a plein de choses en fait qui sont construites à l'intérieur de la notion de texte, hein, qui sont dans la classe objet du texte, et qui sont prises dans des systèmes de représentation complexes de propriétés physico-culturelles. C'est-à-dire que par exemple, il y a quelques dizaines d'années, on n'aurait pas beaucoup parlé d'intertextualité, de rapport entre les textes qui sont liés par des citations, par des emprunts d'idées, etc. On n'aurait pas tellement parlé de ça avant la création des grandes bibliothèques, avant le fait qu'un tel cite un tel, etc. Voilà, donc il y a des manipulations, on remanipule les notions à chaque fois qu'on parle, en fait, et on va leur ajouter des propriétés ou modifier leur portée, on va les modifier au fur et à mesure. Donc vous voyez qu'effectivement on est dans une forme de linguistique qui s'intéresse à la cognition, en fait, à la manière dont le langage va servir à connaître le monde et à construire des représentations du monde. Et donc évidemment, ça va toucher immédiatement en fait à la cognition, enfin aux sciences cognitives, mais aussi aux sciences sociales, en fait, donc aux représentations sociales, aux sciences de la communication et ainsi de suite. Donc une de nos activités langagières principales réside dans l'élaboration et la négociation autour de notions. Hein, on passe notre vie en fait à se mettre d'accord sur les notions. Et vous voyez que c'est très troublant des fois quand on rencontre des cultures ou des langues dans lesquelles les notions sont complètement différentes. Ne serait-ce que par exemple le découpage. Alors, un exemple simple en fait. Là c'est le découpage des couleurs. Et bien dans les différentes cultures, il n'est pas le même. Je dirais même dans des cultures qui ont l'air toutes proches de la nôtre, comme par exemple en breton, si vous dites Armor Azoglas, vous ne savez pas si ça veut dire la mer pour des francophones, vous ne savez pas si ça veut dire la mer est bleue ou la mer est verte, en fait, parce que c'est une couleur qui est entre le bleu et le vert. Donc ça c'est un exemple tout simple, mais vous verrez que bon, y a plein de choses qui montrent comment les notions sont construites complètement culturellement. Les notions d'âge, par exemple, les notions de rapport d'âge vont être complètement différentes. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé en Asie aussi, en Thaïlande, par exemple. La notion d'aîné, en fait, elle est omniprésente dans le langage. C'est-à-dire que dès qu'on va rencontrer quelqu'un,
on va s'efforcer, enfin on va s'efforcer de savoir ou de déterminer s'il est plus âgé que vous et plus respectable. Et vous allez l'appeler Pi, par exemple, euh, Pi, Pi Sam, Pi quelque chose, ça voudra dire grand frère ou grande sœur, et lui va vous appeler Nang, ça voudra dire petit frère ou petite sœur, et vous devrez le respect. C'est construit culturellement, c'est des notions qui sont construites culturellement. Et bien sûr, bon, ça va influer complètement sur le fonctionnement de la société, sur les représentations sociales et sur des aspects linguistiques. Donc après, donc vous avez vu qu'on a une reprise par un hypéronyme qui permet de construire une catégorie en fait, l'ADN et le texte, donc θ5, l'ADN, ce code, le code génétique, ce système de communication. Donc l'ADN c'est un code, le langage c'est aussi un code, les deux sont des systèmes de communication. Donc on a construit un co-hypéronyme commun qui va permettre de réfléchir à l'identité, enfin, entre guillemets, hein, évidemment, de ces notions, enfin, ou d'en tirer en fait des matières à réflexion, en fait, et à une matière à réflexion et à une matière à diversification de la notion, si j'ose dire, en fait. C'est-à-dire qu'on va raisonner en fait à partir de la notion la mieux connue pour transférer en fait des connaissances sur la notion la mieux connue, par exemple que un système de communication, ben, ça permet de communiquer, donc il y a un sens, il y a une sémantique, il y a des éléments de code, il y a une organisation, il y a une syntaxe par exemple. Hein, donc on va raisonner sur la notion la mieux connue, transférer des propriétés sur la notion la moins connue et comparer en fait ces deux notions. On a toute une série de travaux américains aussi là-dessus sur par exemple les travaux de Deirdre Gantner sur les structures, on n'appelle pas ça des structures notionnelles, mais on appelle ça la théorie de la projection de structures en fait. Et donc on va projeter les structures de la notion la mieux connue sur la notion la moins connue. Et on va construire, donc en construisant ces analogies, ça va permettre d'expliquer en fait les notions nouvelles ou voire même de les fabriquer. Donc il existe quantité d'autres exemples de ce phénomène. Je vais citer un élément des écrits de Saussure, déjà analysé par plusieurs linguistes. Cette merveilleuse séquence où Saussure établit une comparaison entre la langue et un jeu d'échecs pour les besoins de sa démonstration. Donc vous allez voir dans cette citation de Saussure, et puis on est content que ce soit un linguiste, parce qu'on suppose qu'on va avoir affaire à un expert justement de la construction notionnelle. Donc on va retrouver les mêmes caractéristiques. Une double opération d'ancrage, la construction d'un co-hypéronyme commun, donc un système de valeurs, la généralisation et le transfert de propriétés du fort vers le thème, donc du fort de ce qui est comparé, de la notion la mieux connue, vers le thème, vers ce dont on parle, la notion la moins bien connue et qu'on veut construire. En quelques phrases, on a fait admettre une conclusion à l'interlocuteur qui ne repose que sur une apparente logique, donc une structure préconstruite culturellement, hein, ça ne repose donc que sur une apparente logique, une structure préconstruite culturellement. Donc, voilà ce que dit Saussure de la langue, c'est très joli, vous allez voir. Mais de toutes les comparaisons qu'on pourrait imaginer, la plus démonstrative est celle qu'on établirait entre le jeu de la langue et une partie d'échecs. De part et d'autre, on est en présence d'un système de valeurs et on assiste à leur modification. Une partie d'échecs est comme une réalisation artificielle de ce que la langue nous présente sous une forme naturelle. Donc vous voyez, double opération d'ancrage, jeu de la langue, partie d'échecs. Les deux sont des jeux. On a déjà établi en fait un rapport d'hypéronymie commune entre le jeu de la langue et le jeu d'échecs. Une partie d'échecs est comme une réalisation artificielle de ce que la langue nous présente sous une forme naturelle. Donc une partie d'échecs, donc on va voir qu'en fait le but de cette démonstration, c'est de montrer que quand on fait bouger une pièce à une partie d'échecs, ça fait changer tout le système, tout le système de la partie d'échecs. Ça fait changer toute la dynamique et tout l'état de la partie, le simple mouvement d'une pièce. C'est comme si on fait bouger une pièce d'une langue, en fait.
une chose d'une langue, ça va faire bouger toute la structure de la langue. Vous pensez très très structuraliste, hein. Par exemple, je ne sais pas si vous avez une réduction du système phonologique de la langue, que par exemple les voyelles, des voyelles nasales disparaissent ou un certain degré d'aperture disparaît. Par exemple, vous n'allez plus avoir notre triangle habituel de voyelles I, I, non, I, A, OU, et vous n'allez plus avoir le degré O, E, hein. Donc là, évidemment, ça va faire bouger toute la langue dans son ensemble. Le mouvement d'une pièce de la langue va changer complètement son équilibre et va la changer structurellement. La structure va se déformer, en fait, hein. Donc voyons la chose de plus près. J'adore quand Saussure dit ça. D'abord, un état de jeu correspond bien à un état de langue. La valeur respective des pièces dépend de leur position sur l'échiquier, de même que dans la langue, chaque terme a sa valeur par opposition avec tous les autres termes, hein. Pensée complètement structuraliste. En second lieu, le système n'est jamais que momentané. Il varie d'une position à l'autre. Il est vrai que les valeurs dépendent aussi et surtout d'une convention immuable, la règle du jeu qui existe avant le début de la partie et persiste après chaque coup. Cette règle admise une fois pour toutes existe aussi en matière de langue, ce sont les principes constants de la sémiologie. Donc vous voyez que là, en quelques phrases, en fait, Saussure nous a montré en fait les rapports entre synchronie et diachronie et la constance des principes de la sémiologie, donc des principes de ce qui fait signe, donc des principes de relation entre signifiant et signifié, hein. Donc on est en plein dans une analogie qui lui permet de construire sa démonstration en fait sur le côté perpétuel et immuable de la langue dans les principes constants de la sémiologie, sa mutabilité à travers la diachronie et la synchronie, enfin l'état de à un moment d'une langue, puis son évolution temporelle. Voilà, et l'analogie avec le jeu d'échecs sert à ça, en fait, sert à montrer que la progression de la partie d'échecs est comme la progression, comme l'évolution de la langue, même si cela répond toujours à des règles qui restent, elles, immuables. Voilà, donc vous voyez que là, bon, on a un ancrage. Donc on va avoir ici la langue, ici le jeu d'échecs, et on va construire un discours, enfin un objet intermédiaire qui va être ici donc là les principes constants de la sémiologie, hein. Voilà, le système de valeurs en fait, hein, qui va être le système de valeurs qui bouge, et qui est un système momentané mais avec des règles constantes. Vous allez avoir donc ça, un système de valeurs. Donc ce système a des états momentanés mais il obéit à des règles constantes. On va le montrer sur le jeu d'échecs et on va le transférer à la langue, voilà, au fonctionnement de la langue, avec son état en synchronie à un moment donné, mais qui correspond quand même à des règles immuables. Voilà. Donc vous voyez que bon, c'est un système en fait un mode de raisonnement assez utilisé et qui va servir à plein de choses différentes en fait. Donc à expliquer des notions nouvelles, à les construire chez l'interlocuteur, mais aussi éventuellement à guider la découverte, comme on peut le voir dans pas mal de textes scientifiques. Comme d'ailleurs Einstein l'utilise de façon très très consciente, en fait, il utilise des analogies. Par exemple, quand il parle de la découverte de la théorie de la relativité restreinte, et bien, il s'imagine lui-même chevauchant un rayon de lumière, ce qui va lui permettre d'imaginer la théorie de la relativité restreinte. Je vous l'expliquerai un peu plus en détail très très bientôt si ça vous intéresse. Voilà. Mais il y a plein de choses, il se passe plein de choses évidemment dans ce genre de type de raisonnement. Et c'est la troisième forme de raisonnement en fait, après l'induction et la déduction. Et bon, même si elle n'a pas la même rigueur scientifique que l'induction et la déduction, qui sont les formes de raisonnement reconnues en fait par les philosophes grecs comme étant valides sur le plan scientifique, et c'est un peu toujours le cas, je veux dire, c'est quand même une forme de raisonnement très très intéressante.
Voilà, donc on peut conclure, on peut essayer de conclure en tout cas. Donc si on a quelques sympathies pour la théorie proposée par Jean-Blaise Gris et par Antoine Cuglioli, on peut penser que ces opérations logico-discursives sont validées par la description faite ci-dessus. C'est-à-dire que, en fait, vous voyez que les opérations, en fait, elles fonctionnent de la même façon sur deux notions. Donc, on voit que ces opérations, elles ont un degré d'abstraction supérieur à la notion, en fait. C'est-à-dire qu'elles permettent, en fait, de construire les classes d'objets des deux notions et qu'on retrouve, en fait, que les éléments qui vont être mis en rapport d'analogie euh, par, euh, par un discours entretiennent les mêmes rapports du point de vue des opérations. Donc c'est pas surprenant, puisque évidemment ce qu'on pointe dans l'analogie, c'est l'identité de rapport entre les objets, je vous le rappelle. Mais là, on décrit un peu plus précisément, en fait, quels sont les rapports entre deux éléments d'une classe d'objets, donc à l'intérieur d'une notion et dans la diversification d'une notion. Du point de vue formel, donc on peut constater que les différents types de raisonnement ne sont pas aussi cloisonnés qu'on le pense en suivant les modèles aristotéliciens puis contemporains. Donc vous voyez qu'en fait on passe en fait dans un discours, on passe par différents types de raisonnement, on fait appel à différents types de raisonnement pour aller vers la conclusion à laquelle on veut arriver en fonction de ses finalités et de ses représentations. C'est un peu ce que montrait le schéma de la communication qu'on a regardé la semaine dernière. Donc à chaque fois qu'on argumente et qu'on construit une démonstration ou qu'on construit une argumentation ou simplement un discours, en fait, on va passer par plusieurs types de raisonnements et plusieurs types d'opérations en fonction évidemment des représentations qu'on a et des finalités du discours. Là, dans la finalité du discours de vulgarisation scientifique, enfin l'une des finalités, qui est de construire un concept chez l'interlocuteur, enfin, ou d'expliciter un concept, de développer un concept pour que l'interlocuteur l'intègre. Donc on va utiliser beaucoup évidemment de ce type de raisonnement analogique parce qu'on fait appel à des notions déjà connues et qu'on va utiliser pour expliquer une notion moins connue. Donc l'émergence récente de plusieurs autres types de logique floue, logique naturelle, a permis de montrer la plasticité du raisonnement, ses rapports avec les discours, l'argumentation et les possibilités de décision à partir de données imprécises. Ces travaux vont dans le même sens. Donc on est en plein dans ce genre de choses, en fait. Bon, la logique formelle, la logique purement formelle, c'est une chose. Je vous rappelle qu'elle dérive quand même clairement des articulateurs logiques des langues naturelles, donc on a désambiguisé, hein. Mais la logique floue et la logique naturelle réintroduisent du sémantique en fait dans la logique floue, c'est encore un autre type de problème. La logique floue, donc elle repose en fait plutôt sur des systèmes de décision à partir de données imprécises. Donc par exemple quand vous conduisez une voiture, vous faites toujours appel à de la logique floue en fait. Et donc on va modéliser ça pour par exemple piloter des voitures ou d'autres types d'objets mobiles ou même des machines à laver. J'ai vu des machines à laver il n'y a pas très longtemps avec une étiquette dessus fuzzy logic, donc logique floue. Et en fait on analyse, en fait pour la logique floue, on analyse le comportement d'un expert. Par exemple, vous êtes en train de conduire sur la route, la visibilité baisse parce qu'il pleut, vous allez réduire votre vitesse. Supposons que vous arrivez dans une zone plus encombrée où il y a des ronds-points, des croisements, etc. Des gens qui peuvent arriver de la droite sans visibilité, vous allez réduire encore votre vitesse, vous allez vous préparer à vous déporter, etc. Donc vous faites toute une série de choses qui s'adaptent en fait à partir de données imprécises. Vous savez pas si vous allez rencontrer une voiture sur la route, mais vous le prévoyez à l'avance. Et donc là, en analysant le comportement d'un expert, en fait, on va pouvoir programmer ça pour des machines. Donc logique naturelle, donc celle qu'on vient de regarder, hein, et donc plasticité du raisonnement, parce que bon voilà, je pense que tout ça continue à montrer qu'en fait le raisonnement fonctionne, et tous les raisonnements, hein, il n'y a rien de plus scientifique que d'autres là-dedans, tout fonctionne avec une grande plasticité. Et
et même donc les théories scientifiques en fait, même avec la reproductibilité des expériences, etc., elles sont quand même ancrées dans de l'interprétation et dans de l'interpersonnalité et dans des cultures, bien entendu. Voilà, les notions et aussi ce qu'on appelle souvent des concepts sont en perpétuelle construction et négociation. Donc, je pense vous l'avoir un peu montré, en fait. Le fait d'avoir créé une distinction entre notion et concept ne rend pas pour autant ceci fixe et immuable, bien évidemment. Donc évidemment, les concepts sont perpétuellement retravaillés en fait au fil des discours, au fil des recherches scientifiques, donc ils sont évidemment pas fixes ni immuables. On le verra éventuellement sur d'autres concepts si j'ai le temps de retravailler un petit peu sur pas mal de discours actuels. La construction de ces notions et concepts passe par différentes formes de raisonnement et d'exemplification. Ces formes servent autant à la construction notionnelle qu'à la découverte et peuvent également servir à l'explication et à l'argumentation. En fait. Donc la construction des notions et concepts, elle se fait à travers différentes formes de raisonnement, donc raisonnement déductif, raisonnement inductif, raisonnement analogique, abduction même éventuellement, type d'exemple, etc. Et donc ces formes-là, en fait, peuvent servir à construire de nouvelles notions chez l'interlocuteur, mais elles servent aussi à découvrir des choses nouvelles, parce qu'elles donnent des modèles en fait, qu'on peut tester, hein. Comme par exemple les idées qu'on a autour du texte, on peut les tester sur le génome. Donc se dire que les successions de lettres peuvent correspondre à un ordre, qu'elles peuvent avoir un sens, qu'elles peuvent se lire de différentes façons, etc., qu'on peut les couper comme des fragments de texte et les raccorder, ce qu'on va voir tout à l'heure. Et elles peuvent servir également à l'explication, donc à développer une notion, à l'argumentation, donc au contraire, au contraire, c'est à essayer d'être convaincant à travers des exemples mieux connus. Donc, je vous donnais l'exemple de la drogue, en fait, de la comparaison par des journalistes d'extrême droite en Suisse ou de droite en Suisse, en fait, entre l'immigration et la drogue. Donc, vous voyez que ça peut aussi servir à de l'argumentation. Hein. Voilà, donc une petite fin provisoire, en fait. Donc ces travaux ont au départ été motivés par une analyse de la construction de la notion de génome en génétique par analogie avec la notion de texte. Donc c'était quelque chose, c'est le truc qui m'a frappé en fait au départ en lisant ces articles. On était dans un séminaire à la Sorbonne, on travaillait sur le discours de vulgarisation scientifique et donc moi j'ai choisi de m'intéresser au discours de la génétique en fait. Et en lisant ces premiers textes génétiques, j'ai repéré cette analogie massive entre génome et texte. Donc, je me suis dit que j'allais travailler un peu là-dessus. En retournant y voir tout récemment, avec la découverte de CRISPR-Cas9, donc vous avez vu probablement, si vous vous intéressez un peu à l'actualité scientifique, qu'on a deux femmes... une française et une américaine, qui ont découvert un outil qui sert à découper le génome, à manipuler le génome, qui s'appelle CRISPR-Cas9. Donc elle présente comme une espèce de ciseau en fait, à génome, en fait, qui permet de couper et de coller des séquences génétiques. Donc je me suis beaucoup amusé à revoir comment cette analogie a structuré la notion, et maintenant incontournable, l'analogie texte-génome. On parle ainsi de copier-coller de l'ADN. Voilà, c'est une citation de Les Échos, hein. Mais CRISPR-Cas9 représente la même avancée que l'avènement du traitement de texte par rapport à nos bonnes vieilles machines à écrire d'antan, avec leur mal commode ruban correcteur. Donc cet instrument, CRISPR-Cas9, qui va servir à découper le génome et à faire des coupés-collés, par exemple, voilà, on est dans la même métaphore texte, génome, hein, et donc on passe maintenant vers le traitement de texte, en fait, quand on manipule du génome. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je sais que c'est un peu difficile à aborder comme ça d'un seul coup. J'espère que vous voyez le rapport, en fait. J'ai essayé d'être pédagogue, mais je ne sais pas si j'y ai très bien réussi. J'espère que vous voyez le rapport, en fait, avec ce qu'on fait, en fait.
puisque bien évidemment, cette construction notionnelle, en fait, l'acquisition des notions, c'est quelque chose de très important en didactique, hein. Quand on acquiert des notions, vous voyez que bon, le cadre européen commun de référence, comme le niveau seuil, travaille sur des notions. Donc la notion, par exemple, d'acide, la notion de, de nourriture, la notion d'habitation euh, en français, il va falloir les enseigner, les apprendre, etc. Et c'est pas mal d'être conscient, en fait, probablement, de la manière dont ces notions se constituent et de la manière dont on les manipule à l'intérieur des discours. Et aussi du fait que du point de vue interculturel, évidemment, il va y avoir des notions qui sont structurées de façon très très différente. Donc, je vais donner par exemple l'exemple des rapports de parenté en Asie et en France, ou l'exemple des couleurs en breton et en français, mais on va avoir des quantités de choses, évidemment, qui vont être source éventuellement de malentendus interculturels ou qui vont être passionnantes à expliquer pour des apprenants de français, pour leur expliquer comment sont euh, construites ces notions françaises, comment les Français vont parler, par exemple, de fromage, de vin, etc. Toute une série de choses de cet ordre-là. Et comment ça fait partie de la culture, évidemment, mais comment ces notions donc, sont des propriétés d'objets ancrées dans des cultures. Voilà, je crois qu'on va conclure sur cette phrase culiolienne. Bon, j'espère que ça vous a intéressé. C'est certainement un peu ardu. Bon, moi, ce qui me plaît là-dedans, en fait, c'est que évidemment, ça permet de toucher non seulement à la langue, mais aussi à la façon dont la langue s'articule avec les individus et la société.